nous l'avions découverte ensemble, la Amazfit GTS 2 Mini. Je vous ai proposé un comparatif avec la GTS 2, vous avez déjà pas mal d'informations dessus, mais aujourd'hui, je vais vous dévoiler mon test complet de cette montre à petit prix. Disponible à 89 €, est-elle simplement la meilleure montre connectée en dessous des 100 €? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est mon test de la Amazfit GTS 2 Mini. Je remercie de tout cœur le Café du Geek de m'avoir permis d'avoir cette GTS 2 Mini en avant-première, de m'avoir permis de l'avoir assez longtemps, plusieurs semaines, pour effectuer un test complet dessus. Merci à eux de m'accompagner depuis l'année dernière. Vous allez voir cette année, on va avoir de grosses exclus montres connectées grâce au Café du Geek. Vous aurez toutes leurs informations dans la description. Faut-il acheter cette GTS 2 Mini? Voici le sommaire. Commençons par voir le design de cette montre. Normalement, il vous est assez familier. Je vous ai dit, c'est pas la première vidéo que je vous présente sur cette montre. Nous sommes sur un design vraiment similaire à la GTS 2, plus compact. La GTS 2 Mini a un cadran de 40,5 mm par 35,8 mm avec une épaisseur vraiment fine de 8,95 mm. Tout ça pour un poids plume de 19,5 g, sans les bracelets bien entendu. C'est un format qui pourra convenir au plus petit poignet jusqu'au moyen. Je vous rappelle que je vais vous sortir mon guide des poignets, des tailles très bientôt. J'espère au mois de février, donc ce mois-ci, ce serait parfait. Comme je vous l'avais expliqué dans mes autres vidéos, la montre, la GTS 2 Mini est disponible en 3 couleurs. Je vous les remontre. Une couleur noire Midnight Black, une couleur plutôt rose Flamingo Pink et une couleur plutôt verte comme j'ai, Sage Green. A chaque fois, l'alliage d'aluminium du cadran ira avec la couleur de la montre. Là, on est sur un alliage plutôt argenté. Sur le rose, il est plutôt rosé. Et sur le noir, il est noir. Au niveau des matériaux, on a un cadran en alliage d'aluminium. Cadran en alliage d'aluminium et arrière en polycarbonate, en plastique. On a une bonne partie en polycarbonate, ce qui va permettre de baisser bien entendu le prix de la montre. Je vous rappelle, 89 €. À l'arrière, on retrouve un cardio-fréquence-mètre. On retrouve sur le côté un bouton avec l'alliage d'aluminium et l'écran, parlons maintenant de l'écran, est un écran AMOLED de 1,55 pouces avec une résolution de 354 par 306 pixels, soit 301 ppi. C'est un écran assez sympa, assez lumineux, c'est l'écran de la GTS 2 en plus compact. Je le valide complètement. Pour finir, on a un bracelet en silicone. Un bracelet qui va être adapté à la couleur que vous aurez choisi de la montre et qui va avoir la technologie Quick Release pour pouvoir le changer, en acheter d'autres. C'est un bracelet de 20 mm. Voilà pour le design de la montre. Maintenant parlons un petit peu des caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques de cette montre, on va être sur des caractéristiques techniques ressemblant à la GTS 2. On aura quelques manques, mais vous allez voir, c'est plutôt intéressant. La Amazfit GTS 2 Mini aura la norme de 5 ATM qui permettra d'être étanche, le Bluetooth 5.0, un GPS intégré, tous les capteurs qu'on peut retrouver chez sa grande sœur, l'accéléromètre, le capteur géomagnétique, le capteur de lumière ambiante, l'altimètre, le baromètre, le cardio-fréquence-mètre qui nous permettra d'avoir la fréquence cardiaque en continu. Et elle sera compatible avec iOS et avec Android. Petite erreur de ma part sur les caractéristiques techniques, sur la GTS 2 Mini, il n'y a finalement pas de microphone. Je pensais qu'il y en avait un comme sur la Bip U Pro, mais non. Donc, il n'y aura pas Alexa plus tard. Dans cette GTS 2 Mini, il n'y aura pas de stockage interne. On n'aura donc pas la possibilité de stocker de la musique comme on pouvait le faire sur la GTS 2.
Côté batterie, on est sur une batterie de 220 mAh, ce qui théoriquement annonce une autonomie de 14 jours. Je vous dirai bien entendu dans la rubrique autonomie de la vidéo si je les ai atteints ou non. Voyons maintenant les fonctionnalités dites smart. Voyons maintenant les fonctionnalités de cette montre. On va commencer par les fonctionnalités dites intelligentes et avant ça, on va voir la navigation. Commençons par voir la navigation dans cette GTS 2 Mini. Je vous l'avais montré, il y a seulement un bouton. Ce bouton va nous permettre de faire toute la navigation. En appuyant sur le bouton, on arrive sur notre cadran principal. Là, on va pouvoir swiper de droite à gauche, de haut en bas ou de bas en haut. Lorsqu'on va swiper de haut en bas, on va atterrir sur les raccourcis qui vont nous permettre d'activer le mode nuit, d'activer un réveil ou d'aller dans les réglages au plus vite. Ensuite, lorsqu'on va swiper de bas en haut, on va atterrir sur les notifications, on y reviendra. Puis, lorsqu'on swipera de droite à gauche ou de gauche à droite, on va avoir les cadrans secondaires, les widgets, avec nos activités quotidiennes, notre fréquence cardiaque quotidienne, la mesure de la SpO2, la mesure du stress, la mesure de la PAI, la météo et la musique. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton, on va atterrir sur le menu principal où on pourra voir toutes les applications, voilà, toutes les fonctionnalités de la montre. Lorsqu'on va faire un appui long sur la montre, on va pouvoir accéder rapidement au sport, aux activités pour pouvoir lancer rapidement une activité sportive. Point de vue de la personnalisation, c'est tout aussi simple. On reste appuyé, on atterrit sur les différents cadrans possibles de la montre. On peut en choisir un, mais on peut aussi aller personnaliser jusqu'au détail. C'est-à-dire choisir que en haut, par exemple ici, je ne veux pas le nombre de pas, je veux, je sais pas, la PAI. La PAI apparaîtra du coup ici. On valide et on a le cadran. Et si on désire aller plus loin dans la personnalisation des cadrans, on va pouvoir rentrer sur l'application ZEP. Ouvrons l'application ZEP, rendons-nous sur le store et là on va avoir une multitude de cadrans qu'on va pouvoir télécharger et installer sur la montre. On va pouvoir pousser la personnalisation, il sera même possible d'ajouter une photo. Par exemple, hop, j'ajoute la photo de mon fond et hop, je le transfère sur la montre. Une fois transféré, il sera en fond d'écran de ma montre. Qu'en est-il maintenant des notifications? On les avait ensemble. Pour accéder aux notifications, il suffit hop, de swiper de bas en haut. On va avoir des notifications de SMS, notifications d'applications, Twitter, etc. Pour choisir quelle application on veut voir apparaître dans les notifications de notre montre, on va se rendre à nouveau dans l'application ZEP. On va cliquer sur notre montre et on va aller dans notifications et rappels. Là, il sera possible de choisir si on veut des notifications pour les appels, pour les SMS, pour les mails. Et on va pouvoir aller aussi dans applications, notifications d'applications et on aura une multitude d'applications qu'on va pouvoir autoriser à nous envoyer des notifications directement sur la montre. Vous voyez, il y a les applications les plus connues. Après, celles qui ne sont pas dans cette liste vont atterrir dans autres. On aura du coup le logo autre qui apparaîtra, mais on ne pourra pas du coup dissocier une autre d'une autre. Si vous avez bien compris, seules les applications listées avec leur logo peuvent être choisies unitairement. Après, c'est soit on accepte toutes les autres, soit on n'en accepte pas. Qu'en est-il maintenant des SMS? Je peux recevoir des SMS qui ne nous permettront pas de lire l'intégralité du SMS. Après, il faudra switcher sur le téléphone. Je vais avoir mes notifications de SMS qui apparaîtront comme ceci. Là, je vais pouvoir lire le début du message, mais je ne pourrai pas aller plus loin dedans. On aura les 3 petites étoiles, 3 petits points. C'est le cas aussi pour les autres notifications. À chaque fois, on est tronqué. Ça nous permet de voir juste qui est l'auteur, un petit résumé, même le début du message, mais après, si on veut tout lire, il faudra switcher sur le téléphone. Parlons maintenant des appels. Concernant maintenant les appels, lorsqu'on reçoit un appel, notre montre va nous le notifier avec le nom de l'appelant ou le numéro de l'appelant et on va pouvoir raccrocher ou arrêter de faire sonner sur la montre pour faire seulement sonner sur le téléphone. On ne pourra donc pas répondre aux appels, il n'y a pas de micro, c'est normal, il n'y a pas de haut-parleur. Et on ne pourra pas non plus envoyer par exemple un message rapide disant « Je te rappelle dans 5 minutes, je te rappelle plus tard, je ne suis pas disponible ». Que ce soit sur iOS ou sur Android. Concernant les musiques maintenant, je vous l'ai dit, il n'y a pas de possibilité de stocker des musiques internes à la montre. Là, on va seulement avoir la possibilité de contrôler les musiques qui sont déjà sur notre téléphone, qui sont déjà en lecture sur notre téléphone, en relançant la lecture, en mettant suivant et en contrôlant le volume ici. C'est déjà pas mal, ça va permettre à ceux qui vont par exemple vouloir courir avec leur montre et leur téléphone de pouvoir changer directement la musique depuis la montre. Mais c'est tout. Qu'en est-il maintenant des autres fonctionnalités dites smart? On va retrouver dans le menu principal d'autres applications dites smart, comme les alarmes,
Et dans le plus, on va pouvoir retrouver la météo qui nous indiquera la météo d'où on habite, des prévisions, le taux d'humidité, etc. Le compte à rebours, chronomètre et le Pomodoro Tracker qui va nous permettre de mettre un temps de concentration et de nous dire par exemple concentrez-vous pendant 25 minutes afin de se concentrer. Ensuite on aura l'horloge mondiale qui nous donnera des heures en fonction de différentes villes, la boussole, comme son nom l'indique, il faut la paramétrer et on aura une boussole. La caméra à distance qui nous permettra d'avoir un petit bouton remote caméra pour prendre des photos à distance, même sur iOS, ça c'est plutôt sympa. Trouver mon téléphone qui fera sonner notre téléphone. Et on a fait le tour des autres fonctionnalités smart. Il n'y a pas de micro sur ce modèle, donc il n'y aura pas Alexa, pas d'assistant vocal. Et il n'y a à l'heure d'aujourd'hui, avec ce système d'exploitation, pas la possibilité de télécharger d'autres applications. Pour finir, parlons brièvement des paramètres. Il va être possible dans les paramètres de paramétrer tout ce qui est la gestion du cadran. Est-ce qu'il faut qu'il s'allume, s'éteigne, le cadran qui est l'Always On, qui va nous permettre d'avoir l'heure affichée, les paramètres de veille, est-ce que la montre s'allume en cas de notification, est-ce qu'elle s'allume lorsqu'on lève le poignet? Tout ça sera paramétrable directement via la montre et via l'application Zepp. On aura d'autres paramètres qui seront assez explicites, comme le paramétrage des vibrations qui va nous permettre d'associer une vibration à chaque message, SMS, email, appel reçu, afin de différencier la vibration lorsqu'on va recevoir un mail ou un SMS. On va pouvoir choisir des vibrations par défaut ou en ajouter en la créant, en appuyant, appui long, appui court, appui long, appui court. Ça c'est pas nouveau, si vous avez vu mes autres tests des montres, ça y était aussi. Pour finir, on pourra paramétrer des rappels, des surveillances en fonction de notre rythme cardiaque, etc. Tout ça c'est visible directement dans l'application. Ajouter des listes de tâches, c'est plutôt pas mal. Maintenant parlons des fonctionnalités dites santé. Parlons des fonctionnalités dites santé, là on va être aussi très proche de la GTS 2, donc on va essayer d'aller assez rapidement là-dessus. Je ne vais pas vous refaire tous les détails, je vous invite à aller voir aussi mes autres tests, mais on est toujours dans le même schéma de suivi de santé. Il va être possible d'avoir notre suivi quotidien, avec une vision directement de la montre. Voilà, cette petite vision, et lorsqu'on va aller plus dans le détail, on aura notre nombre de pas, les minutes, les calories, etc. dans la journée, comment c'est réparti, tout ça directement sur la montre. Après, lorsqu'on veut voir l'historique et le détail, on va pouvoir aller directement sur l'application Zepp. Arrivé sur mon application Zepp, sur mon écran principal de l'application Zepp, je vais avoir toutes ces informations. Nombre de pas, calories, le sommeil, la fréquence cardiaque, le stress, la PAI, etc. On va se concentrer là sur le suivi quotidien. Sur le suivi quotidien, on aura notre nombre de pas. Notre nombre de pas, il nous est donné, notre moyenne par rapport à la semaine précédente et plein d'informations comme ça par rapport au mois précédent, des conseils et on va pouvoir voir l'historique. Par exemple, hier 11 000, 7 428 avant-hier, la durée totale, etc. On va pouvoir voir sur semaine et sur le mois. Ensuite, on va procéder pareil avec les calories pour voir l'historique, les moments où on a marché, les moments où on a fait du sport, etc. Autre information de santé quotidienne, la PAI. La PAI, je vous le rappelle, c'est une note sur 100 qui va être donnée par l'algorithme de WAMI, d'Amazfit, en fonction de l'intensité cardiaque lors d'un exercice, du sommeil et de toutes les informations quotidiennes. Ça nous donne une note, une synthèse, ça nous dit comment atteindre une meilleure note et ça nous donne notre état de santé réel par rapport à d'autres gens. Tout est expliqué, c'est plutôt pas mal. La PAI se retrouve aussi dans l'application PAI. Là on aura la note sur la journée et la synthèse, l'historique. Ensuite on aura un suivi de sommeil. Oui, on aura un suivi de sommeil. Suivi de sommeil assez complet qui nous donnera notre temps de sommeil sur une nuit avec nos différentes zones de profondeur. Sommeil profond, sommeil léger, sommeil paradoxal, éveillé. Et on aura un petit score de sommeil, 72 points par exemple ici, la veille 59 points. Lorsqu'on va scroller, on va voir toutes les informations sur la qualité du sommeil, les proportions du sommeil, des conseils, est-ce qu'on a fait des siestes, parce qu'il y a aussi un suivi de sieste, est-ce que j'ai fait une sieste, c'est quand j'ai fait une sieste ici, sieste de 30 minutes, on aura notre zone d'intensité dans la journée aussi, durant les siestes, notre profondeur de sommeil pour les siestes, toutes les mêmes informations. Bref, suivi de sommeil, je vous l'apprends pas si vous connaissez mes autres tests, assez complet, super, suivi de sieste. Le sommeil se retrouve aussi sur l'application avec notre historique de sommeil, mais ça sera surtout celui de la veille. La veille, là, j'avais pas porté la montre, donc j'aurai pas d'informations sur mon sommeil de la veille. Pour ce qui est du suivi cardiaque, on va avoir un suivi cardiaque qu'on peut paramétrer de continu. On aura du coup le tracé sur une journée avec nos zones de fréquence cardiaque et là aussi des conseils, des explications. C'est sympa, c'est complet, rien à dire dessus. On pourra aussi apercevoir la fréquence cardiaque directement
sur la montre dans fréquence cardiaque. On aura notre tracé de la journée et nos zones de fréquence cardiaque. Parlons maintenant du suivi de stress. Pour le suivi de stress, il va falloir le démarrer manuellement de la montre en allant dans stress. Là, on pourra mesurer notre stress. Il faudra garder la montre au poignet, etc. Cette mesure de stress se retrouvera du coup dans l'application ZEP par la suite et s'additionnera à toutes les mesures de stress qu'on a faites avec la montre. On aura du coup un graphique qui va reprendre nos états de stress, relaxé, modéré, tout, avec des informations complémentaires qui nous aiguillent sur notre suivi de stress. Voilà globalement pour ce qui est du suivi de santé sur la montre. Maintenant parlons du suivi sportif. Le suivi sportif. Pour démarrer une activité sportive, on l'a vu, il y a deux passages. Soit on appuie là, hop, on va chercher exercice, on clique dans exercice, soit on fait un appui long sur le bouton. D'ici, on va pouvoir lancer un exercice. Il y en a beaucoup, plus de 70 maintenant. On va pouvoir aller dans plus de sports et en trouver d'autres, retrouver sport de salle, etc. etc. Lorsqu'on va lancer un exercice, il y aura la recherche du GPS. On va pouvoir paramétrer si on veut une mise en pause automatique, verrouillage de l'écran, des choses comme ça, des alertes, des graphiques, etc. Lorsqu'on va lancer, on va voir nos petits écrans de données. Ils ne sont pas paramétrables en cliquant, malheureusement, mais on aura notre rythme cardiaque et toutes les informations basiques et même utiles. Ça va quand même jusqu'à le diagramme de fréquence cardiaque, c'est plutôt sympa. Ensuite, on arrête, on met pause, on annule et c'est fini. On retrouvera l'historique des exercices, bien entendu, sur l'application ZEP. On va pouvoir avoir notre synthèse d'activité avec le graphique de GPS pris par la montre, le rythme, l'allure, le temps, toutes les informations sportives, le nombre de tours, la fréquence cardiaque continue, les zones de fréquence cardiaque, l'altitude, la cadence. Cette synthèse d'exercice est commune à peu près à toutes les montres à ma suite. C'est plutôt pas mal. On a de quoi faire, on a les informations que l'on veut chercher. Bien entendu, vous le savez, il est possible, via l'application, d'avoir une petite connexion via Strava. Il suffit d'aller dans le profil, dans ajouter des comptes, et là on aura Strava, Health, WeChat, etc. On pourra donc ajouter notre compte Strava, et lorsqu'on aura fini une activité sportive, elle sera exportée directement, automatiquement, sur Strava. Qu'en est-il maintenant de la précision cardiaque? Pour commencer, on retourne sur notre petite activité, faite avec la GTS2 Mini. On va s'intéresser du coup au rythme cardiaque, à la fréquence cardiaque. Comme d'habitude, j'ai comparé la fréquence cardiaque prise par la montre à celle prise par ma ceinture cardio fréquence mètre pectorale, qui est connue pour être précise. Voyons ce qu'a dit l'un, voyons ce qu'a dit l'une. Comparons déjà la moyenne et la fréquence cardiaque maximale entre les deux courbes. Sur la montre, j'avais une moyenne de 146 battements de cœur par minute. Sur le cardio-fréquence-mètre, j'étais à 144. Du coup, on avait 2 battements de cœur par minute de plus sur la montre. Ce n'est pas trop aberrant. La fréquence cardiaque maximale sur la montre était de 175 battements de cœur par minute. Sur la ceinture, 176. On est plutôt pas mal sur le rapport moyenne fréquence cardiaque max. Maintenant, superposons les courbes et regardons de plus près la partie concernant la montée en fréquence cardiaque, puis la chute, la montée, la chute, où j'ai accéléré, j'ai ralenti, j'ai accéléré, j'ai ralenti. Là, on voit que au niveau de la montre, ça ne suit pas tant que ça. Ça suit à peu près l'allure, ça suit les montées et les descentes, mais ça ne suit pas vraiment la descente jusqu'au bout. Il en est de même au niveau du premier pic, la montre n'a pas suivi du tout. La transition entre je cours normalement, la montre suit bien, et après j'arrête, je descends, j'accélère, je repars, ça a été complètement loupé par la montre. On aura donc ce petit problème de suivi sur les entraînements à intervalles ou les entraînements qui nécessitent un suivi plus précis. Qu'en est-il de la précision GPS maintenant? J'ai comparé la précision GPS de la montre à celle de mon téléphone pour rester assez simple. Sur mon téléphone, sur une activité de 36 minutes et 13 secondes, j'ai fait 5,01 km. Sur la montre, sur la même activité, avec 10 secondes de plus, j'ai eu 5,07 km. On a donc un écart de 60 mètres. Je suis pas sûr qu'en 10 secondes, j'ai fait les 60 mètres, mais c'est plutôt un écart cohérent. Et c'est plutôt pas mal. Je valide donc la précision GPS. Maintenant, voyons la précision SPO2 de la montre. Pour cela, comme d'habitude, je vais prendre ma SPO2, mesurer ma SPO2 avec la montre, je la mets au poignet, et avec mon oxymètre de pouls qui est là. On est là, on se positionne, on active la montre, on arrête mon activité cardiaque que j'ai lancée. On va dans SPO2, on lance la mesure ici, on lance la mesure ici,
Et on attend. Il faut rester immobile et se détendre. On est à 99 sur la montre et 97 sur l'oxymètre de pouls. On a donc 2% d'écart. C'est pas un gros écart, mais c'est quand même significatif. L'important, ça reste d'être au-dessus de 95 sur les deux. Parlons maintenant de la précision podométrique. J'ai parallèlement à la montre porté mon petit podomètre dans ma poche pour voir un petit peu le nombre de pas que je faisais avec la montre, si c'était en corrélation avec celui fait par mon podomètre. Là, j'ai eu quelques soucis. Sur une semaine où j'ai porté mon podomètre, il y a 2 jours où c'était un petit peu n'importe quoi. Je ne sais pas si la montre s'est emballée, si j'ai fait beaucoup de mouvements, mais j'ai eu un écart de 17%. C'est-à-dire, pour 10 000 pas effectués sur mon podomètre, j'en avais 11 700 sur ma montre. Ça commence à faire beaucoup, surtout que ça s'est répété un autre jour. Je sais que certains d'entre vous ont eu un petit problème au niveau du comptage de pas sur la GTS 2. Est-ce que ça s'est corrigé avec les dernières mises à jour? Dites-moi en commentaire. Mais à voir si ce petit problème se reproduit aussi sur la GTS 2 mini et s'il sera corrigé. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités sportives. Maintenant parlons de l'autonomie. Qu'en est-il de l'autonomie? Autonomie annoncée de 14 jours, on est à peu près sur la même durée d'autonomie que j'ai eu avec la GTR 2, c'est-à-dire sur 14 jours annoncés, j'étais plus aux alentours de 8 à 12 jours. Je suis jamais allé au-dessus de 12 jours et encore c'est quand je l'utilisais pas foufou. Grosso modo, vous aurez une autonomie de plus d'une semaine. Vous pourrez, en fonction de votre utilisation, aller jusqu'à 10, 11, 12 jours. C'est plutôt pas mal. Parlons maintenant des points positifs et des points négatifs. Mon premier point positif sur cette montre, c'est vraiment son rapport qualité-prix. 89 €, on est en dessous des 100 €. Pour moi, c'est sûr que c'est une des meilleures montres en dessous de 100 € de cette année de 2021. Elle sera certainement dans mon top montre connectée qui sortira jeudi. Et il y a de très grandes chances que je vous la fasse gagner. Bref, on verra ça jeudi. Deuxième point positif, c'est son design. Elle s'adapte à tous les poignets. Elle est sympa, elle est belle, écran AMOLED, elle a rien à envier, on va dire, globalement à la GTS 2, à part son écran, à part tout ce que je vous ai dit pendant la comparaison, mais d'un coup d'œil comme ça, elle est sublime. Et le fait de l'avoir sorti en différentes couleurs permettra de l'accorder à notre style. Qu'en est-il des points négatifs maintenant? Premier point négatif, bien entendu, c'est sa précision. Est-ce qu'on peut lui demander une très grosse précision au niveau cardiaque pour une activité sportive alors qu'elle coûte 89 €? À 89 €, elle se débrouille par rapport à ses concurrents très bien au niveau de la pression cardiaque. Mais on n'est pas encore sur une montre qui est faite pour tout type de sportif. Le deuxième point négatif, je trouve, c'est de ne pas avoir mis le petit micro que je vous avais annoncé dans les autres vidéos, comme sur la Bip U Pro, la Bip U Pro que je suis en train de tester, qui est à 69 €, qui est moins belle designement, ça se dit designement mais moi je le dis tout le temps donc ça se dira, et elle a le petit micro qui nous permettra par la suite d'avoir un assistant vocal, notamment Alexa, qui n'est pas encore disponible sur toutes les Amazfit. Est-ce que ça se fait attendre comme le CG de Samsung qui vient d'arriver, qui va arriver dans quelques jours? Oui. Est-ce que ça va arriver dans quelques jours? Je ne sais pas, mais Alexa arrivera certainement sur les Amazfit en France. Bref, l'absence de petit micro, c'est un petit peu dommage, sachant que dans tous les nouveaux modèles, il y en a. Maintenant, faut-il l'acheter ou pas? Faut-il acheter cette montre? La réponse est oui. Vous avez un petit budget en dessous de 100 €, vous cherchez une première montre connectée de type rectangulaire qui aura toutes les fonctionnalités basiques et nécessaires à un bon suivi santé quotidien, un suivi sportif un petit peu amélioré mais un suivi sportif basique, un suivi de sommeil complet, bref une belle application qui peut se connecter aussi à Strava. Bah oui, elle est faite pour vous. Je pense que si vous avez 89 €, vous ne regretterez pas d'avoir mis cet argent dans cette montre. Dans tous les cas, je vous l'ai dit, jeudi, top montre connectée en dessous de 100 €, ça arrive. Je vous ferai gagner une ou deux montres, on va voir. Mercredi, je sais pas là si cette vidéo elle sort le lundi ou le mardi, mais bref, mercredi live sur la chaîne Twitch. Je vous remets la chaîne Twitch en commentaire. On va être sur un live un peu chit-chat. Mercredi, soyez là. Si vous avez apprécié ce test, laissez un pouce bleu. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.